Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, au salon Bipositive, salon 2019. Et cet après-midi, en ce début d'après-midi, nous allons parler avec les artisans. Et nous allons voir comment les artisans vont sur la voie du numérique. Sachant que le numérique, on va le voir, est assez vaste. Avec moi pour en parler, Sabine Basili, bonjour. Bonjour. Avec le micro. Vous êtes vice-présidente de la CAPEB et vous êtes chargée des affaires économiques et sociales, c'est ça ? Non, économique. Économique. La CAPEB, en deux mots, parce que... La CAPEB est une organisation professionnelle qui représente les 400 000 entreprises artisanales du bâtiment, voilà, qui se compose d'une confédération nationale de 95 CAPEB départementales. Voilà. Une organisation qui compte dans le monde du bâtiment. Absolument. À côté de vous, Monsieur Guillaume de Motion, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la plateforme 360 degrés travaux. 360 travaux. Travaux, il n'y a pas de degré. Il n'y a pas de degré, mais on l'imagine. Et on en parlera tout à l'heure. Donc oui. Je ne vais pas vous demander ce que c'est pour le moment. En face de vous, Igor Rapneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing chez GRDF. Oui. Et on va voir qu'il y a des rapports entre les artisans et GRDF, en tout cas dans la manière d'aborder les choses sur le numérique. Et à côté de vous, monsieur Fabien Lequedec, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur transition numérique chez les Compagnons du Devoir. C'est ça, tout à fait. Les Compagnons ? Donc les Compagnons, une association loi de 1901, centre de formation, et on forme à peu près 10 000 apprenants par an, et sur 30 métiers et 6 filières. Alors on va commencer avec vous, Madame Basili. Et moi, je voudrais que vous me disiez, qu'est-ce que c'est qu'un artisan qui est sur la voie du numérique ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de la voie du numérique pour un artisan ? Écoutez, nous sommes à l'ère de multiples mutations, donc mutation énergétique, c'est l'objet de ce salon, mutation sociétale, mutation économique et mutation numérique. Cette mutation qui est inéluctable, puisque aujourd'hui le numérique s'invite dans tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit dans la gestion, avec la dématérialisation notamment d'un certain nombre de procédures, pour l'établissement des fiches de paye, pour répondre au marché public, c'est de la dématérialisation. Le numérique s'invite aussi dans la gestion du chantier avec le BIM, on dirait tout à l'heure. Et puis ça s'invite aussi dans les modes de commercialisation et les modes de consommation de nos clients. Ça veut dire que c'est quelque chose de vraiment global qui touche un ensemble de choses impressionnantes en fait, parce que c'est dans la manière de travailler, c'est dans la manière d'aborder la relation client, ça touche tout. Ça touche à tous les niveaux, en effet. Alors, un artisan qui est engagé sur la voie du numérique, c'est un artisan de demain, d'aujourd'hui, qui vit avec son temps et qui, finalement, utilise les moyens modernes pour mettre en œuvre son activité au quotidien. Voilà, et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Alors, sur ce diagnostic, vous êtes d'accord ? Chez les Compagnons du Devoir, comment vous voyez les choses par rapport à... Bah oui, en effet, c'est quelque chose de très global. Nous, justement, on se contraint à essayer de décomposer cette globalité et à amener le plus d'informations possible, déjà d'une auprès de nos apprenants, mais aussi auprès des entreprises que l'on forme, en sachant que, effectivement, le numérique va toucher la conception, mais aussi toucher la communication, le management, la gestion de production. Et elle va toucher différemment si l'entreprise est de tel ou tel secteur d'activité, si l'entreprise a 1 ou 10 salariés ou 2 salariés, etc. etc. Donc c'est aussi tout cet enjeu, en fait, finalement, d'individualiser cet accompagnement à la mutation. Sur cette question du diagnostic, enfin en tout cas qu'est-ce que c'est que l'artisan sur la voie du numérique ? Alors l'artisan il est sur la voie du numérique, mais les clients aussi. Et c'est là aussi où il faut ne pas isoler... En fait, c'est pas l'artisan tout seul, c'est l'artisan dans le monde qui est sur la voie du numérique. Exactement. Et aujourd'hui, les clients sont très informés, ils comparent. Internet, on le sait, est un univers où on trouve beaucoup d'informations, un peu de tout, et aussi beaucoup de n'importe quoi. Et aujourd'hui, on est dans une phase où, au-delà des outils qui sont mis à disposition des artisans, il faut pouvoir fiabiliser la relation entre les clients et les artisans. Et ça passe par des outils que vous allez mettre en place. Monsieur Rapneau, et puis je vous redonne la parole. Sur ce constat. Oui, je partage complètement. On le voit dans la vie de tous les jours. On est imprégné de numérique dans notre vie personnelle, pour notre logement, pour nos enfants. Et évidemment, tous les professionnels le sont aussi. Et on voit que ça arrive à tout niveau de l'entreprise.
et on a besoin en tout cas d'être formé, d'être préparé pour avoir des services adaptés à fournir nos clients. Madame Elzy, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter que, en effet, cette transition est inéluctable et elle s'invite à tous les niveaux de l'entreprise, mais ça n'est quand même pas non plus quelque chose d'inné et de culturel chez les chefs d'entreprise. Et ce que je voulais rajouter, c'est dire que finalement, un artisan qui sera armé, c'est un artisan qui va adhérer à une organisation professionnelle. Et notamment, s'il adhère à la CAPEB, il sera non seulement informé, il sera formé et il sera accompagné. Voilà, il y a un accompagnement des artisans pour qu'ils aillent vers le numérique, mais il y a quand même un changement de génération, non? Où il se dit que les jeunes sont quand même plus dans leur monde. Vous pourriez être étonné parce qu'en fait, en effet, c'est dans les gènes des plus jeunes, mais beaucoup d'artisans qui ont passé la cinquantaine eh bien, sont tout à fait branchés et connectés sur Internet. Voilà, c'est pas qu'une histoire d'âge. Non, ça n'est pas qu'une histoire d'âge. Alors, à la CAPEB, vous avez mis en place donc, une plateforme, qui est la plateforme 360 que monsieur, vous allez nous décrire. Mais avant, je voudrais savoir, j'avais envie de dire presque une plateforme de plus. Oui. Alors, pourquoi cette plateforme et qu'est-ce qui fait qu'elle va être différente? Alors, cette plateforme, elle a été mise en place à l'issue d'une longue réflexion et d'études, quelque part études de faisabilité, d'opportunité, parce que nous avions en effet beaucoup de plateformes existantes. Il y en a plus de 150 qui existent aujourd'hui sur le marché, mais le taux de satisfaction à la fois des clients et des entreprises est assez faible. Notamment 50% des clients qui utilisent les plateformes de mise en relation en sont satisfaits et en termes d'entreprise, c'est seulement 38%. Alors, ils n'en sont pas satisfaits pour plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, en règle générale, ce sont des intermédiaires qui ont mis en place ces plateformes qui ne sont pas du tout issus ni du monde de l'artisanat, ni du monde du bâtiment. Quelquefois si, mais qui ne sont pas sur les chantiers en temps habituel. Voilà, ils sont extérieurs à cette relation client-entreprise. Et notre demande, l'attente de nos adhérents et de nos entreprises, des entreprises que nous représentions, était de mettre en place un outil qui nous ressemble, qui utilise les moyens technologiques modernes, mais qui prévalent avec des valeurs auxquelles nous tenons, qui sont la confiance, la proximité, la qualité des travaux et finalement l'optimisation de ces contacts qui sont pris pour aller vers des contacts, des projets très qualifiés. Il faut que le contact aille vers le projet. Exactement. C'est pas juste... Et que le modèle économique convienne également aux entreprises. Alors c'est la plateforme 360, c'est ça? Absolument. Pourquoi 360? Alors 360, déjà parce qu'on fait le tour du bâtiment. Donc c'est une plateforme qui devrait tourner sur la rénovation énergétique également, mais qui concerne tous les corps de métier. Et aussi 360 parce que c'est une plateforme qui entoure le client, qui le cocoon en quelque sorte, puisque on va essayer de quitter le mot plateforme 2 minutes, parce que les autres plateformes, nos confrères, en fait, souvent font une mise en relation, et une fois la mise en relation faite, elles partent, elles disparaissent. L'originalité de cette plateforme, c'est qu'elle a décidé de rester dans la relation et d'accompagner la relation jusqu'à la fin du chantier. C'est vraiment une réassurance très forte qui est offerte au client et qui est vraiment un marqueur très déterminant pour la confiance qu'un client va donner à un artisan. Voilà. C'est la mise en relation d'un client avec un artisan et ce client, on va dire c'est moi, le particulier. Absolument. Moi j'aime bien dire qu'il y a encore 10 ans, en fait, on passait tous par les pages jaunes. C'était pas si vieux, finalement. C'est vrai. Et aujourd'hui, finalement, il y a une multitude de comparateurs. Sabine disait 150, c'est énorme. Et en fait, ils ont tous pris la même direction de dire il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de comparer le montant du devis. Or, en réalité, un client, ce qu'il veut, c'est s'assurer qu'il va faire le bon choix. D'accord ? Il veut comparer 2 devis avec 2 artisans de qualité. Mais ça ne sert à rien de mettre un artisan, allez, on ne va pas le qualifier celui-là, mais un bon artisan qui pratique des prix normaux, d'accord, parce qu'il a un savoir-faire, il travaille dans les règles de l'art, etc., avec un autre. Donc le prix est évidemment essentiel, à condition qu'on compare ce qui est comparable. Voilà, c'est-à-dire à condition qu'on parle de travaux réalisés dans de bonnes conditions, avec les qualifications et ainsi de suite. On va prendre un exemple concret. Je suis le particulier et vous êtes l'artisan.
J'ai une salle de bain à refaire, je cherche donc quelqu'un qui puisse me faire ma salle de bain. Comment ça se passe? Alors, au début, ça peut sembler assez classique. Vous exprimez votre besoin par l'intermédiaire d'un site internet. Nous allons vous rappeler de sorte qu'on va vraiment qualifier le sérieux de votre demande. C'est-à-dire qu'il y a un échange téléphonique. Oui, tout ne se passe pas par Tout Internet. ne se passe pas par Internet. Voilà, on veut vraiment incarner parce qu'au final, sur le chantier, c'est des hommes qui se parlent, des hommes et des femmes. Et donc, qui me rappelle quand vous dites on? alors, au début, c'est la plateforme. La plateforme prend cette qualification très au sérieux parce que si on vous envoie des bons artisans, les bons artisans n'aiment pas se déplacer pour rien et faire des devis pour rien. Donc, il est important qu'on alimente les artisans avec des demandes sérieuses et motivées. C'est ce que nous faisons en notant finalement que cette personne n'a pas rempli un formulaire le soir devant le film parce qu'il était mauvais et qu'elle ne savait pas quoi faire, mais qu'elle a un besoin réel. Et à partir de là, on vous met en relation avec deux artisans et vous allez faire, comme autrefois, votre comparaison entre deux devis. Donc les artisans, on va prendre contact avec eux, ils vont venir à la maison voir les travaux qu'il y a à réaliser et ils renverront le devis. Tout à fait. Quel est le rôle ensuite? Alors quel est le rôle de la plateforme Alors, ensuite? la plateforme, elle va assurer deux choses. Elle va assurer un suivi administratif et commercial, à la fois pour le client et à la fois pour l'artisan. L'artisan aime bien son métier, mais il est un peu comme je ne sais plus quel homme politique qui était phobique de l'administration, vous vous rappelez? Oui, il y a des journalistes aussi. Oui, il y a des journalistes aussi. Ouais. Peut-être des... Moi aussi un peu parfois. Et donc, en fait, l'artisan, facturer, relancer, etc., c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus. Et ça, la plateforme le fait pour lui. Donc, elle le soulage de cet aspect qui est un peu pénible. Et en même temps, c'est très rassurant pour le client, puisque ces paiements passent au travers d'une plateforme solide. D'accord? Pas de risque de verser un acompte D'accord, qui se perdrait. Qui se perdrait. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, suivi du chantier. Est-ce qu'il y a un aspect suivi du chantier sur la réalisation elle-même? Alors, on a la volonté de laisser l'artisan travailler indépendamment avec son client. On n'est pas là pour intervenir à chaque étape. On peut être là s'il y a un souci de médiation, peut se produire. Et puis aussi, s'il y a un problème, c'est-à-dire l'artisan, parfois c'est une entreprise constituée d'une seule personne, il peut avoir un pépin de santé, on peut supposer, et pour le client c'est un problème aussi, et ça n'est pas normal. Donc la plateforme va faire à ses frais le remplacement d'un artisan par un autre, et en garantissant que pour le client, le coût restera le même. D'accord, donc tous ces aspects-là. Question pratique, elle est en fonction, aujourd'hui elle fonctionne? Alors nous avons ouvert depuis quelques semaines le module d'inscription pour que les artisans nous rejoignent. On est très fiers d'annoncer qu'on a déjà 3000 artisans inscrits après quelques semaines. Donc il faut absolument être adhérent de la CAPEB? Non. On est ouvert au monde artisanal. Comment vous les sélectionnez? Parce que vous avez dit des bons artisans. Ouais. C'est quoi un bon artisan? Vous prenez des risques là? Non. Un bon artisan, finalement, il y a celui qui va juger de la réalisation des travaux, et puis il y a quand même des éléments factuels. Est-ce que déjà il est à jour de son assurance décennale? Déjà, on peut commencer par là. L'assurance, les charges sociales, enfin, le social, voilà. TVA. Est-ce qu'il a des références clients? C'est un élément de contrôle. Est-ce qu'il a des qualifications, des certifications? Est-ce qu'il peut, par exemple, avoir, au travers de certains fabricants de matériel, obtenu des certifications supplémentaires? En fait, on fournit au client un véritable CV extrêmement rassurant de la personne avec qui on le met en contact. Après, c'est une histoire d'homme, de feeling, de prix, de rassurance. Mais nous, on garantit notre client que l'artisan avec qui on le met en relation a toutes les chances d'être un artisan sérieux. Alors, on va faire vite parce que je vois le temps qui tourne. Donc, aujourd'hui, moi en particulier, je peux déjà aller m'inscrire. Vous aviez 3000 artisans. Est-ce que je peux déjà, moi, commencer à aller m'inscrire? Non, pas encore. Pour l'instant, on constitue la base des artisans. Et à partir du mois d'avril, le 16 avril, on ouvre la plateforme. Et les particuliers pourront exprimer des besoins et des demandes. Donc, rendez-vous le 16 avril. Absolument. Très rapidement, monsieur Lequel, enfin pas très rapidement, non. Dites-nous vous ce que vous mettez en place au niveau donc des formations que vous donnez aux futurs artisans sur cet aspect numérique. Comment vous envisagez les choses et qu'est-ce que vous transmettez?
C'est assez drôle parce que depuis tout à l'heure, on dit que les artisans sont sur la voie du numérique. On parle des potentiels clients, du changement de profil consommateur, etc. Et finalement, les artisans sont aussi des consommateurs et utilisent tous les jours leur smartphone pour commander une pizza ou pour... nous, finalement, dans la notion d'accompagnement, on ne va pas jusqu'au BIM, on va dire, jusqu'à la modélisation, mais on réapprend à l'artisan, du moins on l'accompagne à comprendre ce que c'est la donnée et comment déjà avec rien que cet outil-là qu'il a tous les jours dans les mains, il va pouvoir l'utiliser. Et on ne s'adresse pas forcément que ou au chef d'entreprise ou au bureau d'études, mais plutôt à l'ensemble de la chaîne dans l'entreprise et surtout de la transformation de l'information, de la diffusion de l'information du chef d'entreprise en passant par l'assistant, l'assistante, le conducteur de travaux et le chef d'équipe. Et on a dernièrement une formation qui a été mise en place où on a eu donc une entreprise de 20 personnes qui sont venues, les 3/4 de l'entreprise sont venus en formation et c'est un formateur, non pas informaticien ou spécialiste des technologies, mais c'est un formateur charpentier, de métier charpentier que l'on a fait monter en compétences et qui a accompagné la structure, donc du chef d'entreprise au chef de chantier, pour qu'ils puissent ensemble s'organiser autrement et voir finalement quels pourraient être les outils qu'ils auraient besoin demain. D'accord. Ça consiste en quoi, par exemple? Donnez-nous un exemple sur si vous avez un exemple en tête de la manière de fonctionner pour cette entreprise. Tout simplement, cette entreprise, la problématique qu'elle avait, c'est qu'elle n'avait pas compris qu'au travers un téléphone, elle pouvait faire du partage d'informations au travers de partage de dossiers via une plateforme cloud type Dropbox ou Google Drive. Et en fait, on lui a présenté les différentes possibilités d'interagir entre un bureau, un téléphone et la notion de distance. Et on a surtout travaillé sur la notion de OK, hier, vous aviez des dossiers notes de frais, vous avez des dossiers archives 2019-2018. Aujourd'hui, il faut aussi que vous structuriez vos dossiers avec l'ensemble de l'équipe pour pouvoir partager facilement l'information. Il y a un travail sur les dossiers, de structuration des dossiers, et ensuite un travail de partage de l'information sur des dossiers qu'on peut comprendre et qui sont accessibles à tous et qui sont normés, entre guillemets. Ah oui, tout à fait. Avec à qui, pourquoi et avec quel objectif. Voilà, donc ça fait partie de la transition numérique. Tout à fait. Un autre exemple, auprès des jeunes, comment ça se passe ? Alors, auprès des jeunes, on a plusieurs actions. On va dire qu'auprès des jeunes, on a des parcours plutôt longs, qui sont entre 5 et 8 ans. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a alimenté ces parcours de 2 domaines. Un domaine qui était déjà existant, mais qu'on est en train de perfectionner, qui est le domaine outils-métiers, CAO, DAO, modélisation 3D. Et un autre domaine qui est plutôt culture générale numérique, qui est un domaine de culture générale qu'on rattache finalement à l'enseignement général, les mathématiques, les français et l'anglais, et qui est composé de bureautique, communication, management. Et en fait, on a intégré ça en filigrane du parcours, de nos parcours longs. Et l'objectif était que, essentiellement, tous ces contenus ne doivent pas venir prendre place en présentiel à la transmission des savoir-faire. On a de plus en plus de contenus de formation, contenu numérique, contenu énergétique, environnemental. Du coup, tous ces contenus, on les a extraits et on fait un maximum de ces contenus à distance, finalement. Donc, pareil, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de faire. Une nouvelle manière d'apprendre aussi. Une nouvelle manière d'apprendre aussi. Et eux, du coup, après, ils seront complètement familiarisés avec les outils dont on a parlé avant pour l'entreprise. Au-delà de la familiarisation, nous l'objectif, c'est qu'ils puissent être complètement autonomes dans le choix des outils, dans le choix de type de plateforme auquel ils veulent adhérer, qu'ils puissent réellement comprendre le système. De la même manière où hier, quand ils se mettaient à leur compte en tant qu'artisans, ils avaient des formations en comptabilité. C'était pas forcément pour devenir comptable, mais plutôt pour comprendre le langage du comptable pour pouvoir échanger avec lui. Aujourd'hui, on les forme pour que demain, ils puissent savoir de quoi s'équiper en termes de matériel informatique, de quoi s'équiper en termes de logiciels en fonction de leur secteur d'activité, etc., etc., etc. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Tout à fait. C'est vraiment des outils qui peuvent être complètement utiles à tous sur un chantier et dans la vie de tous les jours. Bien sûr que c'est très intéressant. Alors, il y a une autre partie Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non. Il y a une autre partie sur la transition numérique. Pour les entreprises, c'est important. C'est le BIM. Et on va parler un petit peu BIM. On va finir l'émission là-dessus. Monsieur Rapneau, expliquez-nous ce que vous avez fait chez GRDF. Il s'agit d'une étude à destination des bureaux d'études. Exactement. En fait, chaque année, il y a un observatoire qui a été lancé par le plan de transition numérique du bâtiment pour suivre un peu l'appropriation du BIM par les entreprises.
donc tout profil, entreprise architecte, bureau d'études, maître d'ouvrage. Et nous, on a voulu aller un petit peu plus loin en se focalisant sur les bureaux d'études thermiques pour voir un petit peu comment eux, ils s'étaient lancés, quelles étaient leurs pratiques sur le BIM. Donc on l'a lancé l'année dernière, au mois de mai, et on a interviewé 113 bureaux d'études thermiques. Et globalement, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait 77% des gens qui étaient déjà lancés dans le BIM. Donc ça faisait à peu près 3 ans qu'ils étaient sur le sujet, et ils avaient démarré sur 3-4 projets. Donc pour eux, ils étaient quand même au stade encore de débutants. Ces gens-là étaient au stade de débutants encore. Oui, exactement. Ils se considéraient en tout cas comme ça, Ouais. parce qu'ils avaient touché qu'à quelques affaires. Donc voilà, c'était pour eux le démarrage. Mais quand on voit le chiffre de 77%, comparé à l'observatoire du PTNB, on était plutôt à 35-40% des gens qui s'estimaient en tout cas prêts pour se lancer dans le BIM. Pas forcément déjà lancés, mais en tout cas qui avaient un bagage suffisant. Suffisant pour le faire. Mm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette étude? Alors ce qu'on retrouve, c'est leur principale motivation. Pourquoi finalement ils se sont lancés? Alors certes, il y a le numérique qui arrive dans tous les métiers du bâtiment. Les 3 principales raisons, c'était d'une, anticiper une évolution réglementaire, une obligation du BIM qui serait imposée dans les marchés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a de l'incitation de la part des pouvoirs publics. Et ils se disaient, si on peut avoir un coup d'avance, c'est toujours bon de se former, doucement, mais au moins on sera prêt le jour où ça sortira. La deuxième, c'était tout simplement pour répondre à un projet, un maître d'ouvrage qui propose de travailler en BIM à différents niveaux. Voilà, c'est une occasion de se lancer. Et la dernière, c'est que sur le BIM, c'est un travail collaboratif, il y a une maquette numérique, il y a beaucoup de données, et ils ont vite compris qu'il y avait aussi un intérêt pour eux à améliorer la qualité de leur projet. Donc c'est aussi comment se former, eux, leurs équipes, à tout niveau, pour pouvoir proposer des meilleurs projets, mieux collaborer avec les différentes entreprises sur toutes les étapes d'un chantier. Ouais. Les bureaux d'études, ils sont à différentes échelles. Hein. Il y a des grands bureaux d'études, puis il y a des bureaux d'études qui sont à taille petite, même parfois une personne ou 2 personnes, donc on va dire à taille d'entreprise artisanale. Et est-ce qu'on sait faire la différence? Est-ce que est-ce que vous avez fait la différence entre les grands bureaux d'études, on va dire, avec beaucoup de salariés, et les bureaux d'études de plus petite échelle qui pourraient se rapprocher des entreprises du bâtiment, de voir comment ils ont appréhendé les choses, eux? Alors justement dans l'étude, là, sur les 113, ça allait de 1 salarié à 120 à peu près. Donc il y a à peu près tous les profils. Globalement, c'est sûr que les grosses structures avaient été un peu mieux avancées parce qu'ils ont un peu plus de moyens pour développer de la formation, parce qu'il faut quand même beaucoup de choses qui font évoluer les process au sein de l'entreprise. Mais les petits, au final, se démarquaient aussi. Il n'y avait pas forcément de raison. Après, c'est toujours un coût. Voilà, c'est de la formation, c'est se dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. Il faut arriver à valoriser cette activité supplémentaire. Est-ce qu'un maître d'ouvrage va être prêt à payer un peu plus cher le fait qu'il y ait un peu plus de temps d'études, mais qui derrière peut permettre aussi de gagner du temps sur le chantier et éviter certains problèmes? Donc voilà, il y a toute une réflexion qui était menée, mais qui au final permettait autant des petites structures qu'à des grandes structures de se lancer. Est-ce qu'on peut faire le parallèle donc, entre l'entreprise artisanale du bâtiment et le bureau d'études ou pas? Moi, je dirais que c'est un tout petit peu différent parce que l'entreprise, elle est à l'exécution, enfin, elle est plutôt à la mise en œuvre du chantier. L'entreprise artisanale et celle que nous représentons sont en majorité investies sur la rénovation. Et la grosse difficulté aujourd'hui du BIM, qui finalement pourrait être une bonne méthode, parce que c'est une méthode le BIM, c'est le travail ensemble finalement. Eh bien, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il faut l'adapter au projet de rénovation. C'est encore pas complètement au point. Et il faut qu'on ait des outils accessibles par tous, aussi bien pour des petites entreprises, aussi bien en termes de coûts qu'en termes d'utilisation. Alors, il y a beaucoup de progrès. Hein. La CAPEB accompagne aussi les entreprises sur ce sujet. Alors, on a eu hier à travers BIM Morales, 2022 et puis PTNB auparavant. Donc oui, on avance, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment aussi sur l'interopérabilité des outils utilisés. Voilà. Ça, c'est des choses qui ressortaient de votre enquête sur le progrès, sur le besoin en fait, peut-être d'avoir des outils meilleurs. Et hier, ce qui est ressorti de la discussion qu'on a eue avec M. Morales, donc de la CAPEB, qui travaille sur le BIM, c'était qu'il fallait que ce soit simple, que ce soit vraiment simple et utile. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ressortent? Ouais, c'était vraiment un des 3 freins aussi qui était important. C'était le fait qu'aujourd'hui, tous les logiciels, les outils numériques qu'on utilise sont plutôt bien, sont avancés, mais ne permettent pas forcément de tout faire aujourd'hui. Et ce qui est logique, hein, c'est une méthode qui arrive dans les métiers du bâtiment, une évolution. Donc tout le monde progresse au fil de l'eau. Et donc il y en a certains, pour eux c'était vraiment un frein de se dire est-ce qu'on va se lancer maintenant alors qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer.
Après, c'est un choix stratégique de se dire est-ce que je prends le wagon, le train en marche ou est-ce que j'attends? Ou est-ce que j'attends un petit peu? On arrive un petit peu au terme de nos échanges, donc je vais vous demander à chacun une petite conclusion sur cet aspect de transition numérique, et on le voit qui est très vaste, qui ne touche pas que, ce n'est pas que du BIM, ce n'est pas que de la plateforme numérique, mais c'est tout un ensemble, c'est de la gestion. Donc, une petite conclusion sur le sujet. On va commencer par vous. De votre retour d'expérience, comment tout ça est reçu par à la fois les entreprises avec lesquelles vous travaillez, puisque vous faites de la formation d'entreprise, mais aussi avec les étudiants? Alors, pour ce qui est des entreprises, je trouve qu'il y a vraiment une envie d'avancer qui est de plus en plus présente. Et on continue à faire beaucoup de sensibilisation, nous, et c'est plus qu'important pour qu'ils comprennent et pour qu'on puisse échanger aussi, pour qu'on puisse comprendre leur point de vue et ne pas sortir du terrain finalement, parce qu'on a aussi une tendance des fois un petit peu intellectualisée et puis à plus comprendre ce qui se passe sur le terrain. Pour les jeunes, c'est très intéressant, mais je pense que vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure, la fracture numérique, elle n'est pas jeune, plus ancien, ou elle est beaucoup plus vaste que ça, elle est beaucoup plus complexe que ça, et on a beaucoup de travail aussi à faire sur la sensibilisation. Néanmoins, les jeunes sont très friands et vont très vite. Par contre, on a besoin de les concentrer pour vraiment avoir la notion de la maîtrise et d'aller au-delà de l'outil, mais plutôt sur la méthode pour qu'ils puissent changer d'outil comme ils le souhaitent. Donc, voilà, pas que l'outil, pas que le téléphone, pas que vraiment savoir s'en servir, quoi, en fait. Exactement. Monsieur Rapneau, une conclusion sur ce qu'on vient d'entendre, et pas forcément que BIM, oui. Voir un peu aussi comment vous voyez cette transition pour les entreprises. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de toute façon le numérique arrive dans tous les métiers, que ça ne va pas changer le fait d'être bon dans son métier, de respecter les règles de l'art, d'être un bon artisan, une bonne entreprise et d'avoir une bonne relation avec son client. Mais par contre, ça va pouvoir apporter des services supplémentaires, et il faut essayer de trouver justement des services qui ont une vraie valeur ajoutée et qui vont être utiles à la fois pour le client et se faciliter la vie dans l'entreprise. Donc rester vraiment simple et pratique, quoi. Simple et pratique. Simple, pratique, service. La plateforme, c'est un service. Alors merci, excellente transition. Simple, pratique. Aujourd'hui, nous, les artisans utilisent le numérique beaucoup avec leur smartphone, d'accord, essentiellement même. Et donc on a conçu un module d'inscription sur 360travaux.com qui est extrêmement simple. Un artisan peut s'inscrire en moins de 3 minutes. Et donc j'invite les artisans qui sont présents sur ce salon à nous rejoindre, parce que dans quelques semaines, on va commencer à leur adresser des propositions de clients. D'accord. Madame Basili, une conclusion. Eh bien, écoutez, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, par rapport au discours qu'on a tenu dans ce plateau télé, c'est que le numérique, évidemment, est partout, mais il faut raison garder les valeurs qui nous rassemblent, le côté humain des choses. Donc, utilisons les bons côtés technologiques pour avancer, pour nous rendre service, mais maintenons la relation client, la relation directe. Et si je pouvais avoir un petit message sur la plateforme, c'est pour cela que la CAPEB a souhaité, avec d'autres partenaires, créer une plateforme, puisque nous, on considère plutôt que les entreprises se sont organisées en direct avec un outil qu'elles ont créé elles-mêmes. Et pour démontrer cela, je peux vous dire et on peut dire aux gens qui nous écoutent, que tout artisan qui a envie de s'inscrire peut le faire, mais aussi peut être participatif en montant au capital de la société que nous avons créée. D'accord. Voilà, c'est notre outil. C'est encore mieux, c'est l'outil de tout le monde, et on peut y participer, et on peut... écoutez, à travers une coopérative. À travers une coopérative, voilà, je cherchais le mot. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti. Vous vouliez ajouter quelque chose? Juste pour préciser, on co-anime avec plusieurs, en mode collaboratif, si on peut le dire, la maison Bipositive, qui est un atelier de formation donc c'est pas un stand où on vend des produits, mais c'est vraiment un collectif de plein de centres de formation qui sont regroupés avec l'envie de partager la formation et que les gens puissent venir découvrir tout ce qui est ventilation, pose de fenêtres, isolation, modélisation 3D, réalité virtuelle. Donc je vous invite à aller voir avec plein de centres de formation différents. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. Donc une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire Bipositive. Merci à vous. Merci.
c'est bon, c'est bon.